Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, regard sur le chamanisme. On sait comme le chamanisme est populaire aujourd'hui et comme il rencontre un grand succès public, aussi bien parce qu'il est convenu d'appeler des ateliers d'initiation chamanique que dans ce que, du point de vue de la sociologie, on appelle le néo-chamanisme urbain. Et on voit très bien d'ailleurs là se faire tout un phénomène de compensation sociale de l'inconscient des hommes dans la recherche d'un lien nouveau avec la nature et d'une certaine manière la recherche d'un sens nouveau à l'existence, une existence qui nous paraît ne plus avoir de sens, ne plus avoir de signification. Et de ce point de vue-là, évidemment, il est d'autant plus intéressant de remonter à ce qu'est la réalité du chamanisme, à ce qu'étaient véritablement les chamans dans les sociétés traditionnelles, que ce soit en Amérique, l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, ou surtout là d'où vient le chamanisme, et particulièrement chez les Tungus, c'est-à-dire en fait les peuplades sibériennes. Et c'est pour cela que nous avons demandé de venir nous en parler à Michel Perrin, qui publie aux éditions du Seuil, Voir les yeux fermés, et qui s'intéresse de ce point de vue-là, c'est le sous-titre d'ailleurs même de son livre, Art, chamanisme et thérapie, et qui essaie de voir comment il y a une production artistique qui en réalité sert à la technique chamanique et qui est réellement de l'art pour nous. Michel Perrin, qui avait d'ailleurs publié aux Presses universitaires de France, voici quelques années, un ouvrage quasiment indépassé à ce jour sur le chamanisme en tant que tel. Et aussi, nous avons avec nous Joëlle Carthez, qui est une documentariste, qui est plus ou moins d'origine mongole, et qui, à travers ses voyages, à travers ses recherches, a rencontré en Mongolie, précisément, une chamane, la fameuse Narmide, et qui en a tiré un documentaire Taiga West, qui est absolument, de ce point de vue-là, remarquable. J'ai commencé l'ethnologie fasciné par les mythologiques de Lévi-Strauss et fasciné par les mythes, sans doute parce que j'avais une mère qui était une grande conteuse et ces récits un peu étonnants m'attiraient. Et comme je venais de la physique, je trouvais le travail de Lévi-Strauss pour un physicien qui avait envie de se défroquer formidablement intéressant, parce qu'il y avait d'un côté une volonté de mettre au jour des cohérences, une logique de la pensée, et puis de l'autre, il y avait cette merveilleuse poésie de la mythologie, ce monde extraordinaire. Donc c'est comme ça que je suis allé ensuite pour mettre à l'épreuve ma formation d'ethnologue et pour savoir si j'allais supporter ce qu'on appelle l'expérience de terrain. Je suis allé chez ces Indiens Guajiro, qu'on appelle les Wayuu maintenant, de leur nom autochtone. Et j'ai exhumé, on peut dire, une mythologie qui était censée morte ou mourante. Et je me suis rendu compte qu'elle était centrée sur la mythologie, sur la conception de la mort, l'idée d'un cycle vital qui donne un sens à la mort, et puis la maladie. Donc je me suis intéressé à la manière dont les Indiens pensaient la maladie, à toute leur manière de soigner, et parmi ces manières de soigner, il y avait les grands soigneurs, les grands thérapeutes qui étaient les chamans. La première fois que j'étais à la rencontre du chamanisme, c'était parce que j'avais envie de réaliser un documentaire sur un médecin français qui soignait à travers des plantes médicinales des alcooliques et des drogués. Et il s'était établi en Amazonie péruvienne. Et puis il m'a expliqué qu'en fait, lui-même avait été initié par des chamans, et c'était à travers
cette initiation en utilisant des plantes psychotropes, entre autres, et qu'il soignait donc des drogués et des alcooliques. Ça, c'est une voilà, c'est le côté pragmatique de ma recherche. C'est comme ça que ça m'a amené là-bas. Mais je dirais, il y avait déjà une recherche intérieure qui était là depuis de nombreuses années. Et disons que c'est le chemin qui m'a conduit par en tout cas par un chemin détourné qui m'a conduit là-bas. Mais alors, il y a quand même un pas de franchi, Joël Cartès, de suivre un médecin qui soigne avec des plantes d'origine chamanique, disons, une phytothérapie. Oui, une phytothérapie, tout à fait. Aller à la rencontre de véritables chamans, je dirais d'une certaine manière de remonter à la source. Oui, oui. C'est difficile de définir d'une façon précise les chemins qui ont été pris ou qu'est-ce qui a déclenché. Effectivement, je pourrais dire c'est une souffrance particulière qui a déclenché cette recherche, etc., etc. Peut-être qu'il y a de ça aussi. Je ne sais pas ce que je veux dire par là. C'est qu'effectivement, il y a eu. Je dirais qu'il y a toujours eu cette quête présente. Après, elle a pris des chemins plus professionnels, mais qui m'ont toujours amené à rester dans ce voyage que j'avais entrepris il y a de nombreuses années, et je dirais même quand j'étais enfant. Alors est-ce que quelque part c'est peut-être un petit peu dû à mes origines, peut-être des origines russes venant plus précisément du côté de la Mongolie et de la Sibérie. Alors bon, est-ce que ça a joué, je ne sais pas, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ça a toujours été présent. Ensuite, il y a eu une démarche plus construite, structurée, et ensuite, il y a eu un travail qui a été beaucoup plus élaboré pour essayer de comprendre et de travailler avec ce qu'on appelle le chamanisme et aller à la rencontre des chamans. Тэр хүн бол нутаг орондоо бол үнэхээр нэр хүндтэй хүн байсан. Ард түмэд зэрэгтэй хүн байсан. Тэр хүн бол тэр хүний цуглуул үйл ажиллагаанд бол түүний төрсөн ах дүү өрөө хөөхөд нутгийн танил тал найз нөхдүүд 91 30-аад орчим хүн оролцсон. 91 гэдэг бол ер нь их өн дээр сэтгэгдэлтэй байсан өрөө хөөхдөд. Тэгэхээр бодвол ер нь Lorsqu'on s'intéresse à ce type de société, Michel Perrin, il y a quelque chose qui frappe, qui me semble avoir trouvé dans ce que j'ai lu de vous, c'est de voir comme c'est des types de sociétés dans lesquelles, je dirais, les fonctions, ce que nous appellerions les fonctions du médecin, les fonctions du prêtre, les fonctions du stabilisateur social, tout cela, on a l'impression, fait en gros partie du même bloc. Et que le chaman remplit toutes ses fonctions en même temps. Absolument, absolument. Le chaman est quelqu'un, non seulement qui connaît la mythologie, tout cet univers de paroles, mais qui est capable d'inventer des itinéraires dans cet univers-là qui sont tout à fait celles d'un créateur, d'un artiste, pour expliquer comment l'âme d'un malade a été enlevée par tel ou tel esprit et comment il a réussi dans un combat ou dans un dialogue ou dans une espèce d'opération diplomatique à la récupérer, comment tel événement climatique il a pu le résoudre en faisant boucher par exemple les trous des iguanes et des serpents. Donc il y a des choses à travers tout ce carcan d'une certaine manière qui est le système de représentation qui est donné par les mythes. Lui il fait des itinéraires absolument fantastiques dedans. Donc c'est un créateur, c'est un prêtre dans le sens où il connaît tous les mythes, les rites aussi. C'est
un thérapeute dans le sens où il sait très bien observer, alors ça je m'en suis rendu compte, l'évolution d'un mal, les rémissions, etc. Et dans ces rémissions, dans ces moments, donner un espèce d'élan au malade pour lui faire reprendre vie. Et là, il y a quelque chose qui est plus que de la psychologie, il y a quelque chose d'une espèce de force, parce qu'il a la force de persuasion aussi, c'est-à-dire que la parole de ces gens, c'est une parole absolue. C'est-à-dire, ton âme est revenue, tu es guéri, on va faire une cérémonie, et point final, toute la société va être invitée, et il n'y a pas de discussion jusqu'à la prochaine rechute, ou lorsque la mort est annoncée, il n'y a pas beaucoup d'espoir aussi de s'en sortir. Donc là, c'est un thérapeute, j'allais dire, mais plus qu'un thérapeute, c'est-à-dire qu'il a une parole plus forte que n'importe quel médecin, au niveau de la guérison, au niveau de l'annonce de la catastrophe. C'est un philosophe. Ça, pas toujours. Moi, je les ai trouvés, et en lisant des textes, des hommes d'action. C'est des hommes d'action, c'est des hommes qui sont on leur demande de résoudre des problèmes dans l'immédiat. Et donc, il doit y en avoir des chamans dans certaines sociétés qui sont plus des penseurs que dans d'autres. Moi, la société où j'ai travaillé, je trouve que c'était des hommes ou des femmes d'action, puisque c'était à 80% des femmes. Je reviens à cette idée d'imagination et de pouvoir de persuasion, c'est-à-dire qu'il faut une espèce de dynamisme incroyable pour échafauder un récit à chaque nouvel événement. Ça, c'est un art extraordinaire. Moi, ça m'a frappé. Dans toutes les 3 ou 4 sociétés où j'ai rencontré des chamans, c'est leur pouvoir de création de récits, qui sont des récits forts, c'est-à-dire précis. On dit le voyage qu'on a fait, on décrit les choses, les rencontres qu'on a pu faire, les paroles qu'on a pu donner à l'esprit, et puis ensuite celles on se retourne une fois qu'on a décrit tout ça, qu'on a vu les choses les yeux fermés, voire les yeux fermés, parce que tout ça, il le voit les yeux fermés, en prenant soit du jus de tabac à grande dose, soit du peyote d'un autre côté, soit en chantant très longtemps comme chez les Kunas, puisque c'est les trois cas que j'ai vus. Et après, bien sûr, ils expliquent, ils se retournent vers l'assistante et ils expliquent tout ce qu'ils ont vu. Et là, ça demande une qualité. Donc, je pense qu'il y a des chamans qui perdent cette espèce de dynamisme qui fait que leur pouvoir de persuasion, leur pouvoir de persuasion, diminue. Et peut-être que là, c'est peut-être ce qui explique aussi qu'il y en a d'autres qui passent dans la méchanceté. Enfin, ça doit être extrêmement frustrant pour quelqu'un qui a quand même un prestige dans la société, une force, tout d'un coup de sentir que, j'allais dire de façon prosaïque, que sa clientèle lui échappe. Je vois le cas d'un chaman guajiro que j'avais connu, qui était redouté et craint, et dont on disait bien sûr l'insulte pour un homme, c'est le traiter d'homosexuel, Asinashi. Et d'un autre côté, une fascination, c'est-à-dire qu'il était Asinashi avec tous les défauts qu'on pouvait attribuer à ça, et d'un autre côté, il fascinait tout le monde, on allait le chercher, mais un jour, il a été assassiné. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était tellement gênant, à la fois dans le pouvoir qu'il avait, à la fois dans tout ce qu'on disait à travers l'insulte d'être homosexuel, Asinash, ce qui est au-delà de homosexuel chez nous, enfin c'est toute une catégorie. Et là on voit la double chose, et qui fait que la société quelquefois le met à mort. Enfin c'est peut-être pas la société, un individu ne supportait pas ce pouvoir ambivalent de ces chamans. Et chez les Huichol aussi, j'ai entendu souvent dire que des chamans étaient ceux qui avaient pris le Kieri, la fameuse datura. À un moment, finissait mal, c'est une société introvertie, assez violente. Et donc, c'est un métier difficile.
Mais en même temps, alors, Michel Perrin, évidemment, se pose la question, comment devient-on chaman? Parce que c'est apparemment pas quelque chose de tout repos, c'est quelque chose qui demande un immense investissement, c'est quelque chose qui demande des qualités de création, des qualités d'invention, des qualités d'imagination, une mémoire quand même assez étonnante. Je veux dire, ce sont quand même pas des choses qui se réunissent si facilement que ça. Oui. Alors c'est difficile de répondre globalement, parce que je crois que selon les sociétés, c'est très différent, parce que bon, je crois que ce qu'il faut dire, c'est dans toute société, il y a ce que les psychiatres appelleraient des symptômes, qui seraient que s'ils vont très vite, ils pourront associer ça à l'hystérie, si vous voulez, mais ce que la société qualifie comme des symboles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'accumulent sur la personne. Alors, le symbole, c'est des choses, je donnerai des exemples, par exemple, une intolérance aux aliments, c'est une chose. Alors, pourquoi c'est un symbole dans une société? Parce que les animaux appartiennent à des maîtres qui sont dans l'autre monde, donc si vous avez une intolérance à des animaux, c'est quelque chose du monde autre, comme je dis, vous marque, fait un signe. Alors vous avez les bons rêves, c'est-à-dire des rêves que les chamans n'ont même pas eus pour soigner telle personne. Une personne dit, bon, voilà, j'ai fait cette nuit un rêve, et il faut faire ça pour soigner un tel que le chaman est en train de soigner. Il révèle ça, et la personne guérit, le chaman le met en acte, la personne guérit. Et vous avez un certain nombre de signes jusqu'à la crise. La crise qui fait qu'un chaman en place viendra reconnaître que la personne n'est pas, comment on peut dire, un malade ordinaire, mais c'est pas un mauvais esprit, mais un bon esprit qui est en train de s'asseoir. Alors après, il peut y avoir des initiations, il peut y avoir, ou alors on rentre, je vais dire, de plein pied dans le rôle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rites autour, il n'y a pas beaucoup de connaissances associées. On sait déjà à peu près tout avant d'y rentrer pour avoir été un malade. Oui, j'ai oublié comme autre signe être malade, bien sûr. Enfin, de ces maladies qui ne sont soignées que par des chamans. Toujours est-il qu'un jour, peut-être est-ce vos ascendances mongoles, comme vous dites, mais toujours est-il qu'un jour vous vous trouvez quand même à la rencontre d'une chamane mongole elle-même. Oui. Mais à nouveau... Et là, on a l'impression en même temps qu'il y a une espèce de bascule qui se fait. C'est-à-dire que ce n'est plus uniquement un intérêt, mais que vous plongez dans l'univers, d'une certaine manière. Oui, alors moi je dirais, est-ce que je plonge dans l'univers? Est-ce qu'on m'y fait plonger? En tout cas, j'ai eu jusqu'à la pression, je dirais, effectivement pris, donc je suis partie donc à la frontière de la Sibérie, à la rencontre d'abord du peuple des Tsatanes, avec l'intention toujours de réaliser un documentaire dans cette région où je suis partie dans les années 90, c'est-à-dire pratiquement à l'ouverture, la première fois, fin 90, c'est-à-dire pratiquement pendant que ce pays s'ouvrait à nouveau à l'Occident, puisque les Russes avaient quitté le pays. Et là, je savais qu'il y avait un foyer chamanique très présent, et donc je suis partie là-bas avec l'idée de réaliser un documentaire. Et je dirais qu'effectivement, là, une aventure a commencé. J'étais accompagnée d'une amie qui recherchait à écrire sur le nomadisme mongol. Donc nous avons décidé d'aller voir à un moment donné... je dirais quelqu'un qui était en fait le leader d'une communauté pour lui demander s'il allait y avoir une période de nomadisme et si on pouvait suivre ce nomadisme. Et nous sommes arrivés très tard, donc nous avons voyagé pendant des heures et nous sommes arrivés, il était 2-3 heures du matin,
Et le chauffeur nous dit, il faut absolument qu'on aille dormir à quelque part, il y a trop de neige, donc il faut rentrer dans une yourte et demander l'hospitalité. Donc voilà, nous avons, je dirais pas frappé à une porte, mais nous sommes rentrés. Et là, j'ai vu une femme d'un certain âge, petite, souriante, qui s'est levée, qui nous a donné du thé, et qui a dit oui, bien sûr, vous pouvez effectivement dormir ici. Et puis moi, ma première phrase a été, je l'ai regardée, je lui ai dit, vous ressemblez à ma grand-mère paternelle. Et effectivement, elle m'a dit, elle s'est retournée, elle m'a regardée un petit peu comme ça, d'une façon vraiment... elle me dit, mais bon, vous savez, on ressemble tous à quelqu'un. Et là a commencé une aventure. Et si on peut vous poser la question à Joël Carthez, vous découvrez peu à peu qu'elle est chamane. Oui, oui. Donc en réalité, la fréquentation que vous avez avec elle est plus qu'une fréquentation de curiosité. Ah bah tout à fait, bien sûr. Vous entrez peu à peu dans son univers. Oui, tout à fait, oui. Alors c'est intéressant de savoir comment on entre dans cet univers, ce qu'on y découvre en fin de compte. Je dirais que je suis rentrée directement dans un univers, dans quelque chose qui était important. Il se passait quelque chose de très important. Elle parlait de transmission. C'est ça effectivement qui a commencé à m'interpeller, et puis finalement à vouloir rester présente et à me demander qu'est-ce qui se passait. Et en fait, elle préparait sa transmission, et il se passait un réel problème au niveau du clan, parce que mis à part elle, il y avait personne qui semblait avoir ses capacités, que ce soit de guérison, d'aide, de prédiction. Et donc, elle me racontait, par exemple, il n'y a pas très longtemps, un garçon qui gardait les troupeaux en période d'hiver était revenu chez lui après toute une journée, et il avait attrapé froid. Et en fait... ils n'ont pas eu la possibilité de venir jusqu'à elle, et ce garçon est décédé d'une forte fièvre. Et quand elle a commencé à me raconter cette histoire, bien évidemment, j'ai commencé à mesurer l'ampleur qu'elle tenait, mais surtout que c'était une question absolument vitale, il y avait quelque chose de vital qui se passait. J'ai voulu comprendre qu'est-ce qui est... D'abord, j'ai voulu comprendre deux choses. Pourquoi j'étais là, qu'est-ce qui allait se passer, pourquoi à ce moment-là il y avait cette transmission, cette problématique de transmission qui se passait là. Et là, elle m'a raconté, donc elle a commencé à me raconter comment elle est revenue à la source de son enfance, et comment elle est devenue chamane. Qu'est-ce que c'est que d'être chamane? Et elle m'a surtout, par exemple, dit, mais il y a beaucoup d'Occidentaux qui arrivent depuis 2-3 ans. Et elle me dit, l'année dernière, j'ai une fille qui venait d'un pays d'Europe qui s'appelle le Danemark. Elle me disait, elle est restée ici 6 mois, elle voulait pas partir. Et je lui disais tous les jours qu'elle devait partir, c'était pas ici qu'elle devait rester, que c'était pas ici qu'elle appartenait, que c'était pas sa terre, c'était pas ici. Et elle dit, finalement, elle est partie. Et elle me racontait l'histoire d'une autre personne, d'un Allemand, qui était venu il y a quelques mois. Et elle m'a dit, il n'a pas voulu m'écouter, il a été voir quelqu'un d'autre. Je lui ai dit aussi de partir. Et elle me disait, je ne comprends pas. Elle me dit, effectivement, c'est dangereux. Et ce garçon a été voir quelqu'un d'autre. Il a été voir un autre chaman pas très loin. Elle a dit maintenant, effectivement, c'est ces termes. Elle me dit maintenant, il n'est pas bien. Et maintenant, il n'est pas bien dans sa tête. Maintenant, voilà. Et maintenant, il n'est pas bien dans sa tête. Il fallait pas. Et
Et donc, à partir de là, elle-même a commencé à raconter comment elle est devenue chamane, quelle a été son enfance, le fait qu'elle soit tombée malade, qu'elle a failli mourir. Et en fait, je dirais un petit peu tout son parcours. Et c'était à ce moment-là, quand elle a commencé à raconter, que j'ai compris en fait que pour elle, il y avait en fait le besoin de conserver ce qui était dit. Alors, il y a quelque chose qui semble étrange, tout au moins pour nous, mais lorsqu'on va chercher en philologie, on s'aperçoit que les notions sont extrêmement liées. Quelque chose d'étrange qui est que, je dirais, ce qui est de l'ordre de ce que nous appellerions, nous, le religieux, d'une certaine manière, et ce qui est de l'ordre de la médecine, est extrêmement lié. Comme si le salut, c'était à la fois le salut de l'âme, je dirais, et le salut du corps. Oui, tout à fait. Dans la douzaine d'exemples que j'ai pris là, dans ce livre qui s'appelle « Voir les yeux fermés », on voit à peu près une douzaine de configurations très différentes qui montrent justement les relations très étroites qu'il peut y avoir entre la religion et la thérapie. Avec en plus cette dimension qui est tout à fait étonnante, qui est presque entre les deux, qui sont les œuvres d'art, enfin l'art, la création d'objets, avec d'un côté cette religion, cette mythologie que les chamans connaissent par les mots, par les paroles, et ils le concrétisent par des objets qui créent souvent ou qui font créer. Et puis ensuite, ils les mettent en acte dans les rites thérapeutiques, puisque, alors là, j'ai choisi des objets très particuliers, c'est ceux qui leur donnent du pouvoir, justement, aux chamans. C'est-à-dire, sans ces objets-là, ils n'ont pas de pouvoir. Mais alors, justement, lorsque vous parlez de ces objets, vous avez une expression qui m'interroge tout de même, puisque vous avez dit des objets d'art. Est-ce que ce n'est pas nous qui les voyons comme objets d'art? Est-ce que ce sont des objets d'art pour eux? Alors c'est un problème bien sûr qui divise les ethnologues, qui les occupe. Moi je trouve beaucoup trop. Comment les appeler? Bon, c'est des objets, c'est des images. Bien sûr qu'ils ont enfin d'art. Si on dit qu'un objet d'art c'est un objet qui a des qualités particulières, ils ont toujours pour la société qui les crée des qualités particulières plus importantes que l'objet d'art chez nous. C'est-à-dire si l'objet n'est pas conforme, n'est pas bien fait, eh ben, il est inefficace ou il est dangereux. Donc il y a une échelle de valeur. Il y a des sociétés comme les Navajos, c'est un exemple que je prends, ils ont une notion, je ne sais pas comment ça se prononce, mais le ozo, c'est-à-dire la chose qui est harmonieuse, comment ne pas le traduire comme beau ou œuvre d'art, avec des contraintes extrêmement fortes dans le dessin. Et si le dessin est mal fait, c'est-à-dire l'œuvre, nous on appelle une œuvre d'art, dans le sens de l'artisanat, enfin l'art, eh bien, le dessin est dangereux à ce moment-là, ou tout au moins n'a aucune efficacité. Mais alors, dans ces œuvres dont vous parlez, Michel Perrin, on retient l'impression, je me trompe peut-être, mais on retient l'impression que ce sont des sortes de supports, si l'on peut dire, à l'activité chamanique, sans lequel le chaman, d'une certaine manière, se trouve démuni. Oui, et c'est ça qui est amusant, c'est que et fascinant quant à la passion créatrice des sociétés humaines et la manière dont pour résoudre un même problème, c'est-à-dire en simplifiant, donner du pouvoir au thérapeute, il y a des moyens extrêmement différents au niveau de l'œuvre elle-même, bien sûr, alors que les conceptions du monde sont souvent très proches, les conceptions de la personne aussi, avec une âme qui s'en va, etc. Et la façon de la traiter aussi est très proche. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Il y en a pour qui l'œuvre doit être pérenne, transmise de génération en génération. Elle est toujours dangereuse parce que elle est faite pour le chaman, par le chaman qui a du pouvoir, plus de pouvoir qu'une personne ordinaire, puisqu'il a ce que nous les ethnologues appelons les esprits auxiliaires, c'est-à-dire ces choses qui viennent de l'au-delà, ce que j'appelle le monde autre, et puis
ils sont capables de convoquer, et qui fait que ces hommes-là sont dangereux d'une certaine manière. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que la racine indo-européenne d'art veut dire l'assemblage. Et finalement, comme la poésie, le poème, ça veut dire de la fabrication. Donc est-ce qu'on ne retrouve pas le véritable sens de l'art? C'est-à-dire savoir assembler harmonieusement différents éléments et à travers l'assemblage de ces éléments, savoir assembler les mondes entre eux. Oui, assembler des mondes entre eux, oui, c'est-à-dire ce monde inaccessible, ce monde qu'on fabrique quand même, que l'esprit humain fabrique. Mais qui devient une autre réalité. Oui, ce monde, c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire ce monde fait par l'intellect quand même, et par l'imagination, l'imaginaire prend une réalité sur laquelle on agit justement à partir de ces objets. On lui donne une réalité à partir de... Pas que les objets d'ailleurs, enfin tout un système de rites. L'art en général, c'est-à-dire dans tous ces rites chamaniques, vous avez le chant qui appartient à la voix, vous avez... quelque chose qu'on pourrait là aussi résumer sous le nom de danse, c'est-à-dire un certain nombre de rythmes qui sont imposés avec des... Et puis vous avez l'image, et tout ça joue ensemble pour agir sur ce monde invisible, ce monde qui n'existe que par les mots. Pour comprendre ce monde chamanique, Michel Perrin, est-ce que nous ne sommes pas obligés de bouleverser un peu nos catégories traditionnelles de pensée? Et je veux dire par là que pour nous, un autre monde, objectivement, il existe ou il n'existe pas. Est-ce que vous nous dites que du point de vue chamanique, à la fois il existe, à la fois on le crée? Il est évident que dans notre conscience occidentale, si on le crée, c'est qu'il n'existe pas. Est-ce que là, vous avez l'air de considérer le fait de le créer le fait exister, et de toute façon, il existe. Enfin, c'est comme si l'invention et la découverte n'étaient pas vraiment opposées l'une à l'autre. Oui, pour moi, oui. Alors pourquoi là, c'est peut-être mon passé de physicien, le fait que ma donnée de base, si vous voulez, de réflexion en ethnologie, c'est essentiellement les paroles des autres. Les paroles et puis l'observation de ce que font les sociétés. Alors... pour moi, oui, c'est un monde de création intellectuelle, essentiellement. Et c'est un peu... Alors, est-ce l'influence du structuralisme, au début, de me limiter à cet univers clos des paroles et des témoignages des autres, qui fait que je m'intéresse moins au réel de la réalité qui crée. J'essaie de décrire, de mettre au jour et de montrer la logique qui unit tous leurs actes, si vous voulez. Alors, quant à une réflexion sur la réalité de ce monde, écoutez, moi, je raconterai une anecdote, c'est celle que j'ai vécue chez les Huichol, qui sont une société très, très introvertie, pour moi très pénible, difficile à supporter, une société du silence, où on vous répond quand on demande qui c'est. Va le demander à un autre qui sait, l'autre vous dit qui sait, va le demander à un autre. Mais lorsque le rituel du peyote s'installe, qui réunit toute la communauté, là il y a une espèce de chaleur humaine au niveau des paroles, au niveau aussi des actes. Et il y a un rite qui veut qu'au milieu de la nuit, après avoir pris pas mal de peyote, un peu d'alcool aussi, on monte sur une espèce de poutre, assez étroite, et il y a au son d'un crin-crin, une espèce de violon créé par les Huichol. On se met à danser comme ça, et on se tient par les bras, et puis moi je venais de voir un ciel étoilé, j'étais allé, puis tout ça tournait sous l'effet du peyote, je voyais un peu comme des néons, et l'Indien qui était à côté de moi me demande, est-ce que tu vois le petit cerf bleu
qui est la chose Kayaumari l'appelle, c'est-à-dire cet être qui est l'esprit auxiliaire de tous les chamans. Et là, j'ai vu ce que vous demandiez, c'est-à-dire la réalité ou pas de ce monde-ci. Là, j'ai vu la distance. Moi, j'étais hors du monde, hors de leur monde. Je me suis dit combien de temps il faut pour que ce monde, justement, prenne une réalité pour la personne qui le vit. Je n'ai pas répondu directement à votre question, parce que votre question va au-delà de ça. Mais voilà comment je l'ai éprouvé. Et ça m'a toujours fasciné, moi, ces expériences où tout d'un coup j'étais... expérience inverse, là j'étais hors de la croyance des autres, et au contraire, je raconte ça dans les praticiens du rêve, les fois où, dans des contextes paniquants la nuit, où vous arrivez vous êtes au milieu des cactus, la nuit est tellement noire que vous voyez absolument rien, les gens sont comme ça pour essayer de pas se faire piquer sur les cactus. Tout d'un coup, il y a un frissonnement, et il y a quelqu'un qui dit c'est un Wanulu, c'est-à-dire le plus dangereux des... Et là, moi, en tant qu'occidental, j'ai vu et j'ai plus que cru. Enfin, le Wanulu avait une existence jusqu'au moment, enfin, rapidement, le rationalisme occidental a associé ça au froissement, etc. Mais quand même, quand on a vu le chaman le lendemain, parce qu'il fallait voir si c'était dangereux, et qu'il a dit que le Wanulu était passé et n'avait fléché personne, même l'ethnologue était soulagé. Peut-être pas pour lui, mais pour les autres. Vous disiez tout à l'heure, Joël Carthez, qu'on ne devient pas chaman parce qu'on veut le devenir. D'une certaine manière, on est choisi. Et on a l'impression que d'une certaine manière, c'est une sorte d'élection par les esprits, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'autre qui nous appelle et qui, à la limite, peut-être même nous force à devenir chaman. Alors effectivement, on peut, oui, on va dire c'est une élection de cet ordre-là, mais par exemple, en ce qui la concerne, la transmission se faisait, elle engageait sa responsabilité, c'est-à-dire que à partir du moment où elle partait, quand je dis qu'elle partait, c'est-à-dire quand elle quittait cette terre, elle pouvait choisir. Pendant cette période de 3 ans, elle pouvait choisir donc la personne qui allait lui succéder. Mais de son choix dépendait aussi pour elle d'une quiétude, c'est-à-dire qu'elle avait elle avait cette responsabilité même ailleurs. Donc c'est assez important. Donc on peut dire que ce sont les esprits, on peut dire que c'est elle, on peut dire que c'est elle ailleurs, effectivement, ou son esprit plutôt. Mais c'est vrai que il y a ce choix qui est fait de cette façon-là, et il y a des signes qu'il énonce. Il y a des signes qu'il énonce, et ensuite il y a des signes qui jalongent le chemin du futur chaman. Alors quand je dis des signes, effectivement, la maladie y est présente, différents symptômes, et puis un potentiel aussi, avec une acquisition de connaissances qui sont vérifiées par des actes. Ces choses sont concrètement vérifiées par des actes. Ce n'est pas simplement des choses qui sont dans dans l'oral et il n'y a rien d'autre. Quand je dis ça, je parle par exemple que si le chaman prédit, sa prédiction ne reste pas à un niveau verbal, il y a quelque chose d'une preuve de ses dires et de ses actes. Est-ce que d'une certaine façon, on ne retrouve quand même pas d'une manière ou d'une autre? Alors là, je sais que ça peut énormément varier dans les formes, mais ce qu'on retrouvait chez les anciens guérisseurs d'Europe, c'est-à-dire qu'on était un bon guérisseur que si on était un malade guéri,
guéri par un autre guérisseur. Est-ce qu'on peut être chaman si l'on n'a pas été atteint d'une blessure chamanique? Oui, enfin, je pense qu'on peut le généraliser. Ça. Enfin, parmi ces signes dont je parle, pratiquement partout, c'est la maladie. Oui. Et une maladie, alors, est-ce qu'on peut l'appeler chamanique? En tous les cas, quelque chose qui a été traité par un chaman, donc qui est de l'ordre. Voilà, je me sers de chamanique pour ne pas me servir du terme pathologique. Mais vous avez raison, c'est-à-dire qui a été du ressort de l'exercice chamanique. Et je crois qu'on peut pratiquement le généraliser. Oui. Alors c'est ça évidemment que nous avons aussi beaucoup de mal, nous occidentaux, à comprendre, c'est que si j'ai bien compris, tout au moins, le monde chamanique suppose que, on a une conception de l'univers dans lequel le monde dans lequel nous vivons, le monde sensible, le monde immédiat dans lequel nous nous inscrivons, n'est pas le seul monde finalement. Et qu'il y a d'autres ordres de réalité, éventuellement invisibles à nos yeux. Peut-être faut-il avoir les yeux fermés, faut-il être aveugle, d'une certaine façon, enfin au moins symboliquement, pour les voir. Enfin ça, c'est un vieux motif mythologique, mais que donc il y a d'autres mondes, d'autres modes de réalité auxquels justement le chaman a accès, lui. Oui, alors il y a accès et il le fabrique. Alors c'est un peu il le fabrique, il lui donne une forme, et c'est ce qui m'a intéressé moi dans ces objets ou ces images, c'est que non seulement il y a l'art de la parole, il y a l'art de guérir, si on peut dire, enfin de guérir, l'art de soigner, il ne faut pas dire de guérir, parce qu'un ethnologue ne peut absolument pas s'avancer là-dessus. Mais il y a l'art de faire des objets, il y a l'art d'inventer des choses concrètes sur lesquelles on pourra agir, et qui sont un produit entre les deux, enfin, cette espèce de chose qui sera entre ce monde autre, ce monde de l'invisible, et puis la pratique du chaman, ce qui fait qu'il aura ses outils, si l'on peut dire, pour agir. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce rapport, ce triple rapport entre religion, art, employons le mot, et thérapie, c'est-à-dire cette espèce de trio, et en retenant comme art, justement, ces choses qui donnent quoi, voilà, qui font passer du voir les yeux fermés à voir quelque chose qu'on réalise. Troisième parmi toutes les qualités du chaman, c'est-à-dire celle d'un créateur d'objets, d'images, c'est-à-dire, on peut dire un peintre, un sculpteur. Mais d'une certaine manière, ne soyez pas étonnés, Michel Perrin, j'avais à faire appel à une notion de psychanalyse, même si de la psychanalyse un peu sur les bords. Est-ce que d'une certaine façon, ce ne sont pas ces objets, des objets transitionnels? Je veux dire par là, transitionnels entre notre réalité et l'autre réalité. Oui, moi je pense que oui, bien sûr que c'est comme ça qu'on peut le dire. Et, oui. Et ça donne, j'allais dire, notre seule transcendance dans notre monde actuel. Quand on parle de transcendance, on fait référence à l'art, mais là, la transcendance de ces objets est plus forte. Bien sûr, elle est dans le sens propre du terme. C'est des objets qui sont à la fois des objets d'art et à la fois des objets plus que religieux, des objets sacrés. Joël Clartès, vous avez parlé de savoir. On voit très bien en quoi c'est un certain type de connaissance, de cette façon, ce que vous nous écrivez. Est-ce qu'en même temps, il ne faudrait pas prononcer le mot de sagesse? Parce que ce que j'entends, c'est le véritable soin, c'est de se mettre dans le flux de l'univers, si on veut dire, dans le rythme de la vie, c'est-à-dire de la vie, de la mort, et à la limite, il n'y a rien de plus naturel dans la vie que la mort, comme si on retrouvait sa véritable place, je dirais, dans le cosmos. Oui, je pense effectivement que en ce qui concernait cette femme chamane, il y avait une sagesse, tout à fait, c'était une sagesse, à savoir, elle avait une connaissance de la vie. Je pense à un rituel entre guillemets, enfin si c'est un rituel. Tout au début, c'était une petite anecdote, tout au début, quand je l'avais rencontrée la première fois, elle m'avait fait une prédiction. Et
Cette prédiction disait que j'allais rencontrer un homme bourriate qui avait une moustache, qui parlait plusieurs langues, qui allait m'accoster en français, qui allait accoster en fait une personne qui était avec moi en français et qui ensuite allait s'adresser à moi et à un moment donné j'allais être agressée par cette personne. En fait, elle me disait qu'il allait sortir un poignard et que il allait m'agresser. Donc moi j'écoutais ça et elle me disait ne vous en faites pas. Voilà, je vais te donner une boisson à prendre pendant 4 jours. Tu vas prendre ça tous les jours, tous les matins. Tu vas boire ça et moi, je m'occuperai du reste, ça ira. Bon, quelques temps après, je m'en vais et je bois. J'écoutais ça comme ça et je bois cette boisson tous les jours. Bon, ça avait un petit goût particulier. Je me disais et bon, d'accord. Et je me disais mais qu'est-ce que cette boisson peut bien faire ? Enfin bon. Et puis, le temps passant, je commence à réaliser quelque chose. Je me dis qu'en fait, elle avait compris, enfin, elle avait évidemment mesuré mon côté sceptique, en tout cas mon scepticisme par rapport à ce qu'elle disait, par rapport à sa réalité. Et en fait, elle voulait corroborer, elle voulait essayer de me faire entrer dans une réalité en me donnant quelque chose d'extrêmement concret. C'est-à-dire qu'elle a en fait conjointement, en me donnant cette boisson, elle a concrétisé sa réalité pour que moi je puisse la comprendre. Et c'est à travers ce rituel que moi j'opérais tous les jours qu'effectivement j'ai commencé à me dire peut-être que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe effectivement. Et effectivement, dans cette prédiction, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que j'ai rencontré cet homme, exactement la description était exacte. Il parlait effectivement 5 langues. Il s'est adressé effectivement à un moment donné avec moi en français. Elle a dit qu'il serait effectivement dans le motel. C'était le cas. Et je dirais, la rencontre s'est arrêtée là avec ce monsieur. Il n'y a pas eu de violence. En tout cas, il n'y a pas eu de coup de poing. Bon, je laisse.